Excusez pour ce petit souci technique qui va être réglé, j'espère. Alors, il m'a été demandé de vous parler du SAOS en Afrique subsaharienne, état des lieux de la prise en charge et perspectives. Alors, en attendant que les détails techniques ne soient réglés, j'annonce que je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation, que je vais dérouler suivant le plan que vous voyez sur cette diapositive. Après une brève introduction, je vais vous présenter quelques données épidémiologiques du SAO en Afrique subsaharienne. Je vous parlerai de la prise en charge et je partagerai avec vous essentiellement l'expérience de la Université de technologie de Cotonou. Je vous parlerai d'une évaluation médico-économique du SAOS qui, je pense, est assez importante parce que ça nous permet de parler aux politiques qui ne savent pas toujours nos données de prévalence et de facteurs associés. Je vous parlerai des perspectives et je vais terminer par une conclusion. Alors, point n'est besoin de rappeler que le SAOS est un problème mondial de santé publique. Vous connaissez tous ce papier de Benjafil qui nous parle d'1 milliard d'individus atteints dans le monde. Et un papier récent a montré des projections aux États-Unis où la prévalence va passer de 34% à pratiquement 50% en 2025. Dans un contexte africain caractérisé par un paradoxe, nous avons sur le continent plus d'1 milliard d'individus. Malheureusement, les données épidémiologiques sont très très limitées sur le SAOS, alors que nous sommes conscients que l'épidémiologie de cette affection devient de plus en plus préoccupante sur notre continent, caractérisée par une double transition épidémiologique avec l'essor des maladies non transmissibles associées aux infections. Alors, cette question avait été traitée déjà par rapport à l'état des lieux sur le sommeil par un papier publié en 2021 qui a parlé un peu des contraintes liées à la médecine du sommeil en Afrique, médecine du sommeil en général, qui était caractérisée par un accès limité à la polysomnographie et à la polygraphie, un retard diagnostique important, la disponibilité restreinte du traitement, notamment la PPC avec des problèmes d'électricité que nous connaissons, d'un coût peu abordable, avec une formation insuffisante en médecine du sommeil, et tout ceci ayant comme dénominateur commun l'absence de priorisation dans les politiques publiques de santé. Alors, quelles sont les données épidémiologiques sur le SAOS en Afrique subsaharienne? Je vais commencer par une cartographie de la recherche épidémiologique sur le SAOS dans le monde d'abord, en m'appuyant sur cette analyse bibliométrique de la recherche où vous voyez aisément que quand on fait le décompte des études, les USA viennent en première position, suivis de la Chine et d'autres pays, et vous ne voyez pas du tout de pays africains, certainement dans les tréfonds de ce classement. Et cette cartographie qui montre qu'il y a eu très peu d'études sur le SAOS en Afrique. Nous avons fait une revue de littérature et à la date du 15 mars 2026, quand nous considérons les études épidémiologiques sur le SAOS en population générale en Afrique, en prenant aussi bien des études qui ont effectué des mesures objectives avec polygraphie ou polysomnographie, que les études qui ont utilisé des questionnaires, nous en avons décompté au total 4. Quand on restreint l'analyse aux études qui ont utilisé des mesures objectives, il n'y avait que 2 études à ce jour. Et ces 2 études, il y a l'étude de l'Afrique du Sud qui a été publiée en 2021 et notre étude qui a été publiée en 2022. Quand vous comparez les deux, l'étude sud-africaine avait travaillé sur 75 patients, alors que l'étude béninoise avait travaillé sur 1810 patients. Et donc, je m'appuierai sur cette étude-là, bien entendu, pour vous parler très rapidement de la prévalence du SAOS en Afrique subsaharienne. Et nous avons recruté 1810 patients qui ont eu une polygraphie en population générale, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. J'ai déjà eu l'occasion de parler de cette étude il y a 2 ans à Tanger, donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Ça, c'est le profil de ces patients que nous avons enregistrés. Âge moyen de 46 ans, 17% d'obésité et à peu près le même nombre en milieu urbain qu'en milieu rural.
Quand on prend donc en termes de prévalence un SAOS léger à sévère, nous avons trouvé 43%. Un SAOS modéré à sévère, nous avons eu une prévalence de 11,6%. Alors, les facteurs associés que nous avons identifiés étaient ceux classiquement rapportés dans la littérature, l'âge avancé, et nous avions montré qu'une augmentation de 10 ans augmentait la prévalence de l'ordre de 40%, le sexe masculin, le surpoids, l'obésité, la circonférence excessive du cou, l'obésité abdominale et le renflement. Nous avons récemment mené une étude où nous avions cherché à savoir, à connaître l'épidémiologie du SAOS dans les populations d'ascendance africaine. Nous avons donc recensé l'ensemble des études dans la littérature qui ont porté sur des populations d'Afrique ou de la diaspora africaine aux États-Unis, dans les Caraïbes. Et nous avons épluché plus de 3000 études. À la fin, comme vous pouvez vous en douter, très peu d'études ont pu être recensées. Nous avons eu 6 études globalement et 4 que nous avons pu utiliser pour faire donc, de la méta-analyse. Voilà donc la cartographie de ces études, de ces 4 études en Afrique du Sud et au Bénin, dont je vous avais déjà parlé, et une étude au Brésil, une étude aux États-Unis. Donc, pour les données de ces 4 études, la prévalence globale que nous avons donc retrouvée était de 19%, donc pas très loin des 12% que nous avions trouvés. Et vous voyez que l'étude américaine de Johnson a trouvé à peu près la même prévalence lorsque nous prenons donc un IH supérieur ou égal à 15. Alors, nous avons les facteurs associés classiquement rapportés. Donc, il y avait une association avec l'hypertension artérielle, avec un autre ratio de 1,35, association avec le diabète, autre ratio de 1,25, et une association avec l'obésité, avec un autre ratio de 2,74. Vous voyez donc ces études, cette revue systématique a montré qu'il y avait très peu d'études, et que globalement, ce que cette analyse a permis de challenger, c'est l'idée que le SAO serait beaucoup plus fréquent chez les populations africaines. Nous pensons que ce n'est pas lié à la race. On fait du SAOS parce qu'on présente les caractéristiques anatomiques qui font qu'on fera du SAOS, mais pas parce qu'on est forcément de race noire. Ceci me permet de faire l'état des lieux sur la prise en charge du SAOS en Afrique subsaharienne, en présentant les résultats d'une enquête qui a été réalisée il y a quelques mois, l'année dernière, où nous avons regardé sur les 15 pays de l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans le cadre de la Société africaine de pneumologie de langue française. Nous avons regardé un peu les infrastructures, les ressources humaines formées, la couverture en assurance maladie et les barrières perçues par les patients. Alors, je vous ai présenté juste les chiffres les plus importants. Sur les 15 pays, la polysomnographie n'était disponible que dans 6 pays, donc 40%. La polygraphie ventilatoire était plus fréquente, donc 13 des 15 pays que nous avons interrogés. Un peu plus de la moitié des pays, donc 8 pays sur 15, il y avait la possibilité d'avoir la PPC à disposition avec des coûts qui étaient relativement prohibitifs. L'orthèse d'avancée mandibulaire était disponible dans un tiers des pays. Les coûts, comme je l'ai dit, étaient prohibitifs et il n'y avait malheureusement presque pas de remboursement par les assurances. Voilà donc l'état des lieux que nous pouvons retenir de la prise en charge de façon générale. Alors, si il m'est permis de partager l'expérience de notre unité de sommeil à Cotonou, nous avons donc fait un bilan sur un peu plus de 10 ans d'exercice, où sur plus de 500 patients que nous avons suivis, des patients d'âge moyen de 55 ans, une prédominance masculine, plus de pratiquement 7 patients sur 10 avec une obésité. Nous avons donc rapporté ces différents éléments, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est le profil de ces patients apnéiques que nous prenons en charge. Majoritairement, ils viennent pour ronflement, ils viennent pour de la nicturie, ils viennent pour de la fatigue. Donc, nous avons donc pu présenter sur cette diapositive les principaux symptômes qui amenaient les patients. Quand on regarde un peu leur profil polygraphique, la plupart, dans plus de 6 cas sur 10, avec un SAO sévère, et nous avons pu en mettre sous traitement
un peu plus de 80%, donc 411 patients sur les 503 que nous avons, sur lesquels nous avons effectué ce bilan. Alors, le profil du patient apnéique à Cotonou, il s'agit d'un patient de la 5e décade, de sexe masculin, obèse ou en obésité abdominale, ayant un périmètre cervical excessif, très ronfleur et très peu somnolent, ça c'est important de le signaler, avec des comorbidités cardiovasculaires et d'autres, notamment HTA, diabète et troubles du rythme. En termes de prise en charge, quand on regarde un peu l'évolution de l'IH résiduel en fonction donc du temps de suivi des patients, on voit que, alors qu'on partait d'un IH moyen de 42, généralement on arrive à un IH résiduel même à 2 ans de suivi à moins de 5, ce qui montre véritablement qu'on arrive à supprimer tous les événements respiratoires. Et en termes d'observance, même à 2 ans, nous avons plus de la moitié des patients qui étaient observants. Observance définie dans notre étude par une utilisation de plus de 4 heures par nuit et plus de 70% des nuits. Et c'est quand même un résultat assez encourageant que nous tenons à signaler. Nous nous sommes demandé quels étaient les facteurs qui pouvaient prédire au mieux l'observance du traitement. Et le seul facteur qu'on avait trouvé, c'est la sévérité du SAOS. Donc, plus le SAOS est sévère, plus les sujets étaient plus enclins à être observants. Et donc, on peut regarder de l'autre côté pour dire que les patients non sévères qu'on décide de mettre sous PPC, il faut véritablement avoir un suivi rapproché. Ceci me permet de partager très rapidement un cas clinique qui est assez caricatural de ce que nous rencontrons comme profil dans notre exercice. Un patient de la cinquantaine, cadre, gros ronfleur, et qui, pendant des années, a présenté une fatigue excessive. Il est passé un peu partout. Cela signale également le retard diagnostique dans ces cas. Il s'agit surtout d'un patient qui a fait un grave accident de la voie publique et c'est survenu quelques jours après une promotion dans son travail. Il a pensé que c'était un envoûtement, c'était de la sorcellerie. Et donc, finalement, il est venu chez nous. On l'a fait une polygraphie ventilatoire. Il avait un SAOS sévère avec un IH de 87. On l'a mis sous PPC. Dès le lendemain, il s'est retrouvé. Et puis, c'est par la suite qu'il a fait le lien entre son accident de la voie publique et la somnolence diurne excessive, accident qu'il prenait pour de la sorcellerie. Vous voyez donc des éléments que nous rencontrons dans notre service. Alors, quid de la qualité de vie des patients que nous mettons sous PPC? Nous avons fait cette analyse sur un peu plus de 100 patients où nous avons évalué la qualité de vie sur les questionnaires SF 36 et le SACLI, qui est un peu plus spécifique de l'apnée du sommeil. On a montré qu'il y avait une amélioration significative de la qualité de vie dans tous les domaines. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, on s'est intéressé aux contraintes que les patients y relatent lorsqu'ils ont les mains sous PPC. Et il y a des verbatim assez saisissants que je voudrais partager avec vous. Un patient nous a rapporté « Je ne me sens pas à l'aise, je me couche à gauche, à droite. Moi, j'aime me coucher sur le ventre, mais maintenant, je ne peux plus. Je suis obligé de me coucher sur le côté. » Un deuxième, je vais vous dire comment ma femme appelle l'appareil. Elle appelle sa rivale. Elle dit que l'appareil est sa rivale. Troisième, verbatim, de toute façon, ça nous a séparés. Quand il rentre, il ouvre la porte, il me voit avec cet appareil, il referme la porte et part se coucher dans sa chambre. Je ne sais pas si vous vous êtes toujours posé la question de savoir quelle était donc la vie intime et quel était l'impact du traitement PPC sur la vie intime de nos patients. Je pense qu'on devrait de plus en plus commencer à se poser cette question-là. Alors, par rapport à l'évaluation médico-économique, je passerai très rapidement dessus. Nous avons donc essayé de voir en termes d'impact économique qu'est-ce que les 3 principaux troubles du sommeil, à savoir le SAOS, l'insomnie et le syndrome des jambes sans repos, qu'est-ce que ça représentait? Nous avons travaillé sur la population adulte béninoise de plus de 25 ans et nous avons calculé les parts attribuables des troubles du sommeil dans les principales complications. Quand on prend le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les accidents de la voie publique, et nous avons déterminé les coûts totaux à partir des coûts directs et des coûts indirects en calculant les DALI qui sont basés donc sur le nombre d'années vécues avec incapacité et le nombre d'années de vie perdue, donc mortalité prématurée.
En calculant, donc, je ne vais pas revenir sur les détails de la méthodologie, pour calculer donc les fractions attribuables, quand on fait ce calcul, quand on calcule les DALI, qu'on essaie de monétiser, la monétisation, c'est en se disant qu'un DALI, ça couvre à peu près le PIB par habitant d'un pays selon les recommandations de l'OMS. Quand on fait ce calcul, on se retrouve avec certaines valeurs sur lesquelles je ne vais pas insister, mais je vais insister sur la morbidité et la mortalité. On a fait des estimations, et selon nos estimations, eh bien, les troubles du sommeil seraient responsables directement ou indirectement de plus de 1300 décès. C'est l'équivalent du nombre de décès liés à l'infection VIH dans notre pays. Et quand on prend les maladies attribuables, c'est pratiquement 300 000 cas de maladies non transmissibles et de traumatismes avec des DALI qui sont calculés ainsi qu'il suit. En résumé, les troubles du sommeil, selon nos estimations, les principaux troubles du sommeil ont coûté plus d'1 milliard de dollars US, ce qui équivaut à pratiquement 7% du produit intérieur brut pour un pays comme le Bénin. Voilà des chiffres qui peuvent parler à un politique. Plutôt que de lui dire que 40% de votre population souffre de SAOS, s'il sait qu'il peut peut-être gagner quelques points de PIB en prenant mieux en charge les troubles du sommeil, probablement que ça lui parlerait. Alors, je finirai par ce papier que nous avons publié, qui est sorti la semaine dernière, dans le Lancet Regional Health Africa, où nous avons en réalité essayé de voir l'impact du style de vie moderne sur la qualité du sommeil. Nous avons comparé donc milieu rural et milieu urbain, un milieu rural caractérisé par très peu d'accès à l'électricité, peu d'accès à Internet et aux écrans, et nous avons comparé ces deux milieux par le biais de mesures subjectives, le Pittsburgh Sleep Quality Index et l'EASY, dont il a été déjà question ici, et des données objectives en mesurant donc l'actigraphie sur 7 jours consécutifs. Et ce que nous montrons, c'est que paradoxalement, le style de vie moderne, comme on peut s'attendre, est associé à une durée plus courte de sommeil, une diminution d'à peu près 30 minutes de la durée de sommeil. Mais en milieu rural, le sommeil était de plus mauvaise qualité, avec plus de plaintes d'insomnie, ce qui nous a fait dire que, sans vouloir diminuer l'impact de l'effet de la vie moderne sur la qualité du sommeil, c'est probablement les conditions de vie, les conditions de couchage difficiles en milieu rural qui ont probablement un impact beaucoup plus important sur la qualité du sommeil. Qu'est-ce que nous allons retenir en termes de perspective? En termes de perspective, j'aime bien cet édito qui a été rédigé lorsque nous avons fait notre papier en 2022 dans le Lancet, qui parlait de réveiller la médecine du sommeil en Afrique. Et réveiller le sommeil, réveiller la médecine du sommeil en Afrique, à travers une collaboration multidisciplinaire et une collaboration scientifique sud-sud et sud-nord. Je voudrais terminer ma présentation sur cette initiative que nous portons avec mon ami Ousmane Dieye, où nous voulons monter ce que nous avons appelé l'African Sleep Apnea Database, ASADA Project, à la mesure de ce qui a été fait en Europe, qui est bien connu, ASADA, European Sleep Apnea Database. L'idée en réalité, c'est de créer une base de données harmonisée sur plusieurs pays africains où nous allons collecter les données, en tout cas sur la base d'un minimum en commun, pour que nous puissions mieux décrire les caractéristiques cliniques des patients SAOS en Afrique, évaluer l'efficacité du traitement et soutenir la recherche et l'élaboration de politiques publiques. Et je suis très heureux de voir tout ce qui est fait à Fès. Nous allons certainement essayer de voir comment collaborer ensemble. Pour le moment, nous allons démarrer très bientôt la phase pilote, notamment à Cotonou et à Dakar, et nous sommes bien alignés avec Ousmane. Et certainement, nous allons ajouter quelques autres villes en Afrique de l'Ouest et on verra comment est-ce que nous pouvons aller plus loin. Et ceci va nous permettre de mieux comprendre les phénotypes africains du SAOS, d'obtenir des données probantes pour orienter les soins et de pouvoir contribuer de manière un peu plus large à la recherche et à la science sur la médecine du sommeil. En conclusion, comme vous le voyez, le SAOS est aussi un problème de santé publique en Afrique, malheureusement sous-estimé. Le diagnostic, il n'est pas encore complètement fait à cause des difficultés de moyens. Dans ce contexte de transition épidémiologique, avec l'urbanisation et l'obésité et les comorbidités, il est important pour nous d'agir et d'agir vite
en renforçant la recherche, la formation et l'accès au traitement en Afrique. Monsieur le Président, chers congressistes, je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais vous montrer cette petite image. Je ne sais pas si ça apparaît. Je voulais vous montrer la statue de l'Amazone à Cotonou. L'Amazone, en réalité, ça représente les femmes amazones qui défendaient un royaume, le royaume du Dahomey. Et ces femmes guerrières, je voudrais saluer ici dans cette salle toutes les Amazones de la médecine du sommeil et qui font beaucoup. Et je voudrais vous inviter au Bénin à visiter une fresque murale qui s'appelle Coexistence. C'est une fresque qui est faite sur un mur qui fait pratiquement 2 km en pleine ville de Cotonou et qui veut dire coexistence pour dire toutes les religions peuvent coexister ensemble. Et je vous invite à visiter mon pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de faire poser des questions, moi j'en ai une. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Pas assez de somnologues, le manque de machines, le manque d'appareils d'enregistrement? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la question. Tout bloque. Alors, plus sérieusement, beaucoup de choses. Il n'y a pas de médecin spécialiste. Je suis passé très rapidement sur un chiffre, mais nous avons en Afrique, en tout cas de l'Ouest et Afrique centrale, moins de 2 spécialistes de médecine du sommeil par million d'habitants. Moins de 2 par million d'habitants. Et donc, c'est vrai que la médecine du sommeil, c'est une discipline nouvelle. Les pneumologues ont pris, les cardiologues également de plus en plus. Et donc, tout est à faire. En matière de recherche, comme vous l'avez vu, il y a très peu de recherche. Quelques équipes qui s'essaient à des choses. Et dernier point, c'est, on va dire, le financement, parce que la prise en charge sanitaire est à la charge des patients. Encore chez nous, il n'y a pas d'assurance de couverture médicale universelle. Et donc, c'est autant de contraintes. Mais malgré ça, je pense que ce n'est pas une excuse pour qu'on n'en fasse pas plus. Et nous pensons que les analyses médico-économiques peuvent parler aux politiques pour que de plus en plus ils acceptent de mettre des ressources et de prioriser la médecine du sommeil dans les politiques de santé. Est-ce que si on vous trouve des appareils, ça vous arrangerait? Alors oui, des appareils, il y a des expériences, notamment chez nous, où depuis plus de 10 ans, nous avons une collaboration avec la Ligue pulmonaire vaudoise en Suisse, où nous arrivons à avoir des appareils même recyclés. Et nous avons mis en place un système de location de ces appareils-là qui fonctionne très bien. Mais là, c'est une expérience uniquement à Cotonou, chez nous au Bénin. C'est une expérience certainement qui mérite d'être partagée, qui pourrait être répliquée pour qu'on essaie quand même de prendre en charge les patients qui de plus en plus deviennent nombreux et viennent avec des formes, des présentations qui sont caricaturales, beaucoup de comorbidités qui ont besoin d'être prises en charge également. Bon, on va essayer de vous aider. Merci beaucoup. Il y a des questions? S'il vous plaît, dans l'étude que vous avez présentée, vous avez quand même fait plus de 1800 personnes. Comment vous avez fait pour tester toutes ces personnes? C'est assez quand même, 1800 personnes. Merci beaucoup. Alors, pour vous dire vrai, on a recruté dans l'étude BISAS, Benin Society and Sleep, on a recruté 2909 participants. Donc, on les a tous enregistrés. Mais les 1810, c'est ceux qui avaient des polygraphies valides, parce qu'on a exclu tous ceux qui avaient moins de 4 heures, tous ceux chez qui on n'avait pas les capteurs. Ça nous a pris 2 ans et demi. Ça nous a pris 2 ans et demi avec une équipe qui était en population, dont on faisait les enregistrements tous les jours. On a eu un financement qui n'était pas extraordinaire, mais on avait la volonté, et ça rejoint ce que le professeur disait tout à l'heure, la passion, véritablement de pouvoir mener cette étude pour qu'on ait une idée de la prévalence du SAOS et des facteurs associés dans la population. Oui, c'était un challenge, mais on y est arrivé. Merci beaucoup. Une question pour toi, Vachino. J'enregistre avec satisfaction que vous utilisez beaucoup le polygraphe par rapport au polysomnographe. Et vraiment, je prêche au Maroc que les gens puissent
je dirais, se mettre à la polygraphie parce que c'est plus simple. On pose le matériel rapidement, on l'interprète rapidement et on met le malade sous traitement rapidement. Donc vraiment, c'est un message qu'il faudrait qu'on passe et que je demande à Sylvie aussi de le faire passer aux médecins qui rencontrent, de faire passer au maximum que la polygraphie, c'est quand même un examen qui est très simple et qui est facile à poser, à diagnostiquer. Voilà. Et je voulais te poser la question, j'avais noté que tu as beaucoup de syndrome d'apnée de sommeil, enfin, ce que tu as montré est sévère et que tu as peu de patients qui sont somnolents. C'est une j'avais pas compris le... Alors oui, en fait, c'est un profil assez particulier. Je pense que j'en ai discuté avec Ousmane. On a l'impression que l'apnéique africain, il ronfle beaucoup et il est peu somnolent. Dans la cohorte que nous avons, et ça a été confirmé chez Ousmane, qui a une grosse cohorte à Dakar, c'est cette impression qu'on a. Il reste maintenant à confirmer, à caractériser le mieux possible. Et nous pensons que notre projet ASADA, African Sleep Apnea Database, ça nous aiderait à avoir un peu plus de données pour pouvoir caractériser tout cela. Merci Vachino pour cette expérience partagée. Donc, je reviens à la problématique des enregistrements. Je pense que le problème principal, c'est la formation. Les gens se lancent à faire des enregistrements sans formation. Et donc, la formation, elle est capitale. Pas pour dire aux gens, non, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pour cadrer ce que vous allez faire. Si vous savez la polygraphie et vous savez les limites de la polygraphie, vous savez à quel moment passer la main pour le centre de médecine du sommeil, pour quelqu'un qui a fait la polysomnographie. Et donc, il faut savoir être cadré dans son indication. Si vous savez indiquer correctement, je pense que c'est bon. Mais sans formation, on ne peut pas être cadré. Chacun dans son coin, il dit « Ah, ça y est, pas de problème, la polygraphie va me fournir un compte rendu automatique, non, le prestataire va me fournir... Non. » Donc c'est la formation qui permet de cadrer les prescriptions. Et donc j'invite les gens, je pense qu'avec le diplôme de sommeil, notre objectif sur lequel on insiste dans la formation, c'est comment savoir passer la main quand il y a des problèmes. Ça, c'est un élément important. Merci. Donc, je tiens à mon tour à vous féliciter pour le travail réalisé au niveau de votre pays. Alors, j'ai deux questions qui relèvent de la méthodologie de travail qui a été publiée. Le premier, c'est le cut-off utilisé pour l'âge. Donc, vous avez choisi 25 ans. J'aimerais bien savoir le choix. Est-ce que c'est en rapport avec une facilitation de recrutement ou c'est un choix réfléchi? Deuxième question, c'est par rapport à le questionnaire destiné à la population générale. J'imagine que c'est une prévalence dans la population générale. Pourquoi vous avez choisi le questionnaire SF36 par rapport au questionnaire communément utilisé, notamment le StopBank? Merci. Très bien, merci. Alors, par rapport à la première question, le cut-off de 25 ans, en fait, quand on montait cette étude, nous avons monté l'étude sur une cohorte cardiovasculaire qui était en cours en milieu rural. Et l'objectif de cette cohorte-là, c'était de démontrer la faisabilité d'une cohorte en milieu africain et en milieu rural. Et cette cohorte avait commencé à recruter des sujets de plus de 25 ans. Et donc, nous avons voulu greffer notre étude sur cette cohorte rurale. Nous avons donc enregistré tous les patients de cette cohorte rurale. L'idée derrière, c'était aussi de voir quel pouvait être l'impact des troubles du sommeil sur l'incidence des maladies cardiovasculaires. Et parallèlement à ça, nous avons recruté des patients en milieu urbain pour avoir, on va dire, une population un peu miroir de la population en milieu rural. C'est ça qui nous a obligés, en fait, puisqu'il y avait déjà une cohorte qui était en cours avec un seuil de 25 ans, à rester sur ce seuil de 25 ans. Donc, c'était pour rester pratique. À la deuxième question, en fait, peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre.
le SF36 et le Sacli ont été utilisés uniquement chez des patients hospitaliers qui étaient suivis pour un SAOS, où nous voulions voir la qualité de vie des patients qui étaient sous PPC. C'est différent de l'étude BISAS dont j'ai parlé, que nous avons menée en population générale. Voilà. Merci. Merci de votre conférence. Elle est vraiment qui fait le lien entre l'Afrique et le Maghreb. Et je réponds bien à Si Mohamed Ibrahimi, il a tout à fait raison de poser la question sur l'utilisation de la polygraphie que la polysomnographie. Je ne cesse pas de répéter que la médecine est d'abord la clinique et d'abord la sémiologie. Nous avons dans le SAS une sémiologie très riche. Si on écoute nos patients, si on les interroge, vous les avez exposés tout à l'heure sur pratiquement de la nicturie, de transpiration nocturne, du renflement, de la somnolence diurne excessive, de la transpiration nocturne, et après la femme qui va dire « Ah, son mari, il fait des arrêts respiratoires ». C'est la clinique. Il n'y a pas plus que la clinique. Et je pense qu'autrefois, on faisait le diagnostic avec une avec une Sibiez, il a dit, avec l'oxymètre. Et on arrivait à traiter. Donc finalement, je pense que c'est nous, avec nos moyens limites que chez vous ou c'est en Afrique, on devait privilégier les choses qui coûtent moins cher à notre population. C'est ça mais maintenant, nous en France actuellement, on fait plus de polygraphie que de polysomnographie. Pourquoi? Parce que la polysomnographie, les micro-éveils, ils sont plus cotés, donc finalement, on est obligé par la force de la sécurité sociale. Mais en fin de compte, si vous avez la clinique, chez les jeunes qui ont des troubles de sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, etc., vous pouvez passer à la polysomnographie. Mais dans la majorité des cas, votre truc. J'ai la chance de travailler dans la chirurgie bariatrique, et autrefois on disait que c'est les obèses qui font des apnées. C'est archi faux. On a des obèses qui sont à 140 kg, 150 kg, qui ne font pas d'apnée. Mais quand on les écoutait sur le plan clinique, ils n'ont pas pratiquement le tableau clinique d'un SAS. Donc vous voyez, je suis entièrement d'accord que la polygraphie reste quand même un maître. Parce que c'est une paraclinique, la polygraphie, c'est la paraclinique, c'est pas de la clinique. Mais la clinique, c'est la plus, surtout chez nous, dans notre situation socio-économique. Merci. Donc, si Mohamed il a parlé un peu que les médecins doivent s'y mettre à la polygraphie. Mon expérience, c'est que j'ai déjà fait un peu de l'étude du sommeil en Belgique, déjà dans les années 90, et je me suis intéressé depuis le début, disons, de la promotion de, la polygraphie, etc. Mais mon expérience, c'est que moi, depuis 2017, j'ai commencé à faire de la polygraphie. Avant 2017, je faisais faire la polygraphie par les prestataires de services. Et je faisais presque un patient tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc les gens, ils ne savent pas. Je leur dis, on va faire un examen par un appareil, etc. Ils n'arrivent pas à imaginer c'est quoi une polygraphie. Mais le jour où j'ai eu mon polygraphe à côté de moi sur mon bureau, je dis, patient, on va vous brancher sur cet appareil avec les sangles, etc. Donc j'essaie de banaliser l'examen. À ce moment-là, j'ai commencé à faire presque 1 à 3 examens par semaine. Donc pour dire que, 1, il faut avoir de la formation au début, 2, il faut avoir un polygraphe avec soi. C'est comme ça les gens, ils vont voir que c'est un examen qui est simple, ils vont être un peu encouragés à faire leur examen. Ça sera la dernière question. Je vous remercie aussi pour la qualité du travail et de l'exposé. En allant un peu dans la direction des précédents orateurs, on est un petit peu plus loin. Avec une maladie très prévalente, avec limitation dans les moyens, et en tenant compte de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la gravité réelle de la maladie et des indicateurs de la gravité, est-ce que dans ce contexte-là, de faire une oxymétrie simplement, éventuellement évidemment couplée avec la clinique, comme le disait le collègue, mais une oxymétrie simple dont la réalisation est facile, le coût n'est pas très élevé et l'analyse automatique est fiable, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait à la fois épidémiologiquement et médicalement intéressant? Merci beaucoup. Alors, je voudrais je me revois en 2012, quand on a commencé la prise en charge du SAOS. Le premier patient qu'on a appareillé, c'était justement sur la base d'une oxymétrie.
Il avait un profil très caricatural. Après, c'est compliqué aujourd'hui, quand on veut faire de la médecine du sommeil, de ne rester que sur ça. On a eu les moyens de faire de la polygraphie. Nous avons un laboratoire où nous avons la possibilité de faire de la polysomnographie, mais on le fait de façon vraiment parcimonieuse. On reste sur la polygraphie, mais je suis d'accord que l'avenir de la médecine du sommeil, très probablement, en tout cas en Afrique, ça va être l'oxymétrie, avec la possibilité d'ajouter de l'intelligence artificielle et les nouveaux marqueurs. C'est probablement vers ça que nous allons aller. Nous n'aurons d'ailleurs pas le choix de nous contenter de ça pour pouvoir prendre en charge au mieux nos patients. Merci. Merci Vachinou, merci à l'assistance. On va passer... oui. Obligé de laisser la parole à notre ami Haussmann. Remercier les intervenants, professeur Elbiaz et mon cher frère Vachinou, pour la qualité de leur présentation, qui démontre à suffisance qu'en Afrique, les choses bougent, le sommeil bouge, et que le sommeil africain peut encore être développé avec une meilleure structuration et une organisation que nous sommes en train de mettre en place avec Dr Ibrahimi. Et donc, je voudrais intervenir juste sur 2 points. Le premier, c'est effectivement, comme l'a dit mon ami Vachinou, nous, à Dakar, nous avons une cohorte de plus de 10 000 patients, mais lors de l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que le profil le plus habituel, c'est le patient de sexe masculin, peu obèse, IMC 26, peu somnolent, mais gros ronfleur, avec des cofacteurs cardiométaboliques et parfois, moi je travaille en milieu cardiologique, des symptômes cardiovasculaires inexpliqués, comme des palpitations nocturnes, des malaises itératifs. Et donc, effectivement, nous avons le même profil de patient que dans l'accord de Dr Vachinou. Et nous soulignons également l'importance de l'oxymétrie nocturne. Moi, quasiment, tous mes patients sont soumis à des autoquestionnaires et les plus symptomatiques d'entre eux, comme le disait tout à l'heure le docteur Aliati, bénéficient au moins d'une oxymétrie. Et l'oxymétrie permet de nous orienter sur la polygraphie pour faire le diagnostic. Et en Afrique, je pense que nous devrions utiliser encore beaucoup plus largement l'oxymétrie parce que ça permet d'élargir le diagnostic et donc de donner aux patients le maximum de chances d'avoir un diagnostic et un traitement adapté. Je vous remercie de votre attention. Merci.